bien, bonsoir, et merci d'être là si nombreux pour l'inauguration d'un cycle qui va nous conduire de la formation de l'univers à l'éclosion de la vie, un très joli titre. Alors comme je débute le cycle, vous attendriez sans doute à ce que je commence directement par la formation de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang. Le problème, c'est que pour les astrophysiciens et les cosmologistes, nous vivons dans un univers où la genèse est toujours en cours, car constamment des structures astronomiques se forment et de la nouveauté apparaît dans l'univers, même si les ingrédients de base, c'est-à-dire l'espace, le temps et les particules élémentaires, semblent être apparus peut-être dans un événement singulier, dont je vous parlerai quand même, bien entendu, et que l'on appelle traditionnellement le Big Bang. Alors l'idée, en fait, que nous vivons dans un vaste univers dans lequel la structuration, la formation des structures s'est faite progressivement, est une vieille idée c'est une très vieille idée qui ne ressort pas uniquement de l'astrophysique et de la cosmologie contemporaine, puisque dans un grand nombre de légendes et de mythes cosmogoniques, de peuples très divers, on trouve cette idée d'une structuration progressive du monde. Alors la première illustration de cela sera la première diapositive, la première image, où l'on peut voir en parallèle, voilà, donc rassurez-vous, vous aurez des images avec plus de détails très bientôt, mais en haut, vous avez les 3 premiers jours de la création, selon l'un des récits traditionnels de la création du monde, qui est celui qui est le plus proche de notre culture occidentale, c'est-à-dire la civilisation judéo-chrétienne. Je savais bien qu'il y aurait de l'effet Larsen en rapprochant trop les micros. C'est vous qui réglez ou c'est moi qui enlève les micros? Pas de réponse. Voilà. Alors donc, en haut, vous avez une représentation d'un très beau manuscrit du Moyen-Âge qui s'appelle la Chronique de Nuremberg, où déjà on voit les 3 premiers jours, ceux qui sont censés être les 3 premiers jours de la création, avec une création évidemment sous l'action d'une intervention divine, mais on devine déjà à travers l'augmentation du nombre de cercles concentriques, déjà une complexification et une structuration progressive du monde selon les jours de la création. En bas, non pas pour faire vraiment en parallèle, ni pour faire une opposition, d'ailleurs rien de provoquant là-dedans, mais simplement je vais vous raconter un récit qui, lui, n'est pas mythique, encore que certains exégètes aujourd'hui continuent à dire que la cosmologie conserve une certaine part de pensée mythique, mais en tout cas, donc le récit que peut nous raconter la cosmologie d'aujourd'hui, fondée non seulement évidemment sur des vues théoriques de l'univers, mais également sur des vues expérimentales, c'est-à-dire des observations très précises de l'univers très profond et très lointain, ainsi que le montrent d'ailleurs ces images sur lesquelles je reviendrai. Donc la diapositive suivante montre les 4 autres jours de la création, voilà, en haut selon la Bible, et vous voyez bien cette structuration progressive. Et puis là, donc en bas, bien, il y a la structuration également progressive du cosmos, avec évidemment des étapes qui ne correspondent pas du tout aux étapes de la Genèse. Ici, c'est par exemple l'étape de formation d'étoiles, mais qui est encore en cours aujourd'hui. Ça, c'est une naissance d'un système planétaire. Ça, c'est la naissance de la vie sur Terre. Et ça, c'est l'apparition de la conscience qui, de notre point de vue quelque peu anthropomorphe, peut être considérée comme une étape, non pas finale, certes, mais provisoirement finale en ce qui concerne l'histoire de la Terre, comme en tout cas un certain degré dans l'évolution et la structuration du cosmos. Mais enfin, donc, en tant qu'astrophysicien, je vous parlerai tout de même essentiellement des étapes qui précèdent. Alors, quand on veut raconter une grande histoire comme ça, il y a deux façons, parce que l'histoire a deux bouts. Donc, soit on raconte l'histoire depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire commencer au Big Bang et puis finir aujourd'hui, ou au contraire remonter le temps, commencer à aujourd'hui et remonter progressivement dans le fil de l'histoire. Donc ça dépend de mon humeur. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de raconter l'histoire à l'envers, mais je ne suis pas sûr que ce soit à l'envers, c'est-à-dire en partant d'aujourd'hui et en remontant progressivement dans le passé. En fait, ce n'est pas tout à fait arbitraire, parce que vous savez que l'astrophysique nous porte naturellement à ce genre de considération, car l'astrophysique nous permet d'observer donc des astres de plus en plus lointains en utilisant des télescopes de plus en plus puissants. Et vous savez donc que les astres les plus lointains correspondent à des âges de plus en plus reculés dans le passé de l'univers. Donc l'astrophysicien qui sonde l'espace lointain, en étudiant les astres faibles, sonde également le passé de l'univers. Il fait donc tout naturellement un travail d'archéologue, un travail d'historien, et c'est pour cela que l'astrophysicien est relativement habilité à parler du problème très général des origines même de la vie, même si cela relève davantage de la biologie, mais évidemment c'est également un phénomène astrophysique, origine
de la Terre, du système solaire, origine des étoiles, et puis alors en remontant encore plus loin, origine des galaxies, puis carrément origine de l'univers. Est-ce que cela a un sens? Voilà, c'est cette histoire que je vais essayer de vous raconter en 45 minutes, et j'ai déjà perdu 5 minutes. Bien. Alors, diapositive suivante. Donc, comme je vous l'ai promis, on commence par notre petit environnement, la Terre, et on va s'interroger dans quelles conditions, finalement, la Terre est apparue, et s'est structurée et s'est formée. Eh bien, il faut donc replacer la Terre dans son contexte astronomique plus large, diapositive d'après, qui est celui, évidemment, des planètes du système solaire. La Terre fait partie des planètes, en tout cas des grosses planètes du système solaire, des gros corps du système solaire, et vous savez, vous pouvez mettre peut-être un tout petit peu au point. Voilà. Et donc vous savez qu'autour du Soleil, donc, il y a ces 9 planètes dites principales, mais en fait il y a des dizaines de millions, voire de dizaines de milliards de corps de tailles différentes, mais donc les planètes sont les corps principaux, et traditionnellement on sait que les planètes les plus proches du Soleil, qui sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont des planètes à surface solide, tandis que les planètes plus lointaines et grosses, les planètes, sont des planètes gazeuses. Et puis évidemment, il y a des exceptions, comme en toute chose, qui s'expliquent fort bien. Voilà. Mais déjà, cela donne une idée de chemins d'évolution différents. Pas nécessairement de conditions d'origine différentes, comme on va le voir, mais au moins de chemins d'évolution qui ont conduit les planètes, finalement, à évoluer de façon différente. Alors en fait, pour mieux comprendre cette histoire de formation des planètes, il faut encore replacer ça dans le contexte plus large. Diapositive d'après. Voilà, ici c'est une vue d'artiste, donc quelque chose qu'on appelle une vue d'artiste, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une image scientifique directe, hein, c'est une vue d'artiste de ce que peut être le système solaire dans son ensemble. C'est-à-dire, on a traditionnellement tendance à croire que le système solaire s'est réduit à une grosse boule de gaz centrale, qui ne serait notre étoile, le Soleil, entourée de quelques dizaines de corps, donc essentiellement les planètes, et puis qu'au-delà de la dernière planète respectable connu, c'est-à-dire Pluton, le système solaire s'arrête plus ou moins là, et qu'au-delà, il n'y a rien. Mais cette image est totalement fausse. D'abord, le système solaire abrite, comme je vous le disais, des dizaines de millions, voire des milliards de corps de tailles diverses, les corps plus petits que les planètes étant les astéroïdes et les comètes, j'aurai l'occasion de vous en parler, et finalement, ce qu'on appelle habituellement le système solaire n'est qu'une partie infinitésimale qu'on va appeler en fait le système solaire interne, c'est-à-dire en fait les quelques grains de sable, les 10 grains de sable, 9 ou 10 grains de sable qui tournent autour du Soleil, tous d'ailleurs plus ou moins dans le même plan, que l'on appelle le plan de l'écliptique. Mais vous savez que dans le système solaire, il y a également des corps fascinants, les vagabondes du ciel, c'est-à-dire les comètes, qui ont des trajectoires qui ne sont pas dans le plan des planètes. Ici, vous avez un exemple de trajectoire, puis vous savez que les comètes peuvent s'approcher très près du Soleil, mais s'en éloigner énormément. Donc, vont explorer les parages, la périphérie du système. Et en fait, on pense que du système solaire serait représenté ici, dans cette vue d'artiste, par une milliards de petits blocs de roches amalgamés de glaces et de poussière, qui seraient la mémoire, le vestige du système solaire primitif, de la nébuleuse primitive, avant qu'elle ne s'effondre pour former précisément le système solaire tel qu'il est. Et dans cet immense réservoir, qui lui est sphérique, que l'on appelle le nuage de Oort, qui n'a pas été observé directement, mais dont l'existence est inférée à partir d'un grand nombre de phénomènes célestes, et notamment les trajectoires cométaires, on pense que ce nuage de Oort est à la fois le vestige de la nébuleuse présolaire, le réservoir potentiel de toutes les comètes, qui proviendraient donc de blocs qui se seraient détachés sous l'effet d'instabilité gravitationnelle de ce nuage pour plonger en direction du Soleil, et que ce nuage de Oort marquerait finalement la véritable limite physique du système solaire, c'est-à-dire finalement la zone où l'influence gravitationnelle du Soleil devient si faible qu'au-delà, on rentre éventuellement dans la zone d'attraction d'une autre étoile proche. Alors ça ne servirait pas à grand-chose que je vous donne des chiffres sur les distances planétaires et cométaires en milliards de kilomètres, car ces chiffres sont si grands qu'ils ne parlent guère à l'entendement. L'image traditionnelle que l'on utilise, c'est la réduction des distances pour les rendre plus familières. Donc à cette échelle-là, qui ne respecte pas du tout justement les distances, je vais replacer les vraies distances en considérant que le Soleil n'est qu'une bille d'enfant de 1 cm de rayon, et je recale toutes les distances à cette échelle-là. La Terre est un grain de sable, à la taille d'un grain de sable qui est à 1,50 m. Les planètes, jusqu'à Pluton, c'est une dizaine de grains de sable dans le même plan, et Pluton serait à 30 mètres de distance.
Et ça, ce n'est que le système solaire intérieur. Et donc, si on veut aller jusqu'aux frontières du système solaire, c'est-à-dire ce nuage de Oort, il faudrait donc envisager un immense halo sphérique de poussière infinitésimale, qui serait donc ces réservoirs de comètes, et dont le rayon serait à 150 km de là. Vous voyez donc l'extension extraordinaire de l'influence gravitationnelle du Soleil, cette petite bille qui, en fait, rassemble 99% de la masse de l'ensemble, est capable donc d'influencer les corps jusqu'à 150 km de distance, et c'est ça, le système solaire. Et donc, la compréhension des origines de la formation de ce système ne peut se comprendre que dans ce schéma global, y compris la formation de la Terre. L'image qui suit est à nouveau une vue d'artiste, parce qu'on n'observe évidemment pas directement la naissance de notre système solaire, même si aujourd'hui on a la chance, avec des télescopes perfectionnés, d'observer ailleurs, dans notre galaxie, des systèmes solaires qui sont actuellement en formation, qui donc peuvent effectivement nous donner une image de ce qui a pu se passer chez nous, dans notre petit monde. Donc voici en 4 étapes le modèle qui remonte déjà d'ailleurs au modèle de la nébuleuse primitive de Laplace au début du XIXe siècle. Et le modèle a évolué certes, mais n'a pas fondamentalement changé. L'idée donc c'est initialement un très vaste nuage de gaz, vous savez le constituant principal, dans la matière ordinaire en tout cas de l'univers, c'est du gaz hydrogène avec également un petit peu d'hélium et puis des traces des autres éléments. Donc un nuage de gaz, comme il y en a partout encore aujourd'hui dans la galaxie, dans le milieu interstellaire, vous verrez tout à l'heure de superbes images de nuages interstellaires. Donc il y a à peu près 5 milliards d'années, il y avait ce nuage de gaz gravitant quelque part dans les parages, dans le pourtour de notre Voie lactée, notre galaxie, la Voie lactée. Un événement, sur lequel je vais revenir très bientôt, aurait déstabilisé ce nuage de gaz et aurait fait le contracter, en tout cas aurait fait contracter le centre du nuage pour former une condensation centrale qui va rapidement, en 4 étapes indiquées ici, se transformer en notre étoile, le Soleil, tandis qu'en raison du mouvement angulaire général, c'est-à-dire du mouvement de rotation d'ensemble du système, le reste de la matière s'aplatit en un disque qui va devenir le plan orbital des planètes. Dans ce disque, il va y avoir des zones particulièrement favorables à l'accumulation de matière, ça ce sont les propriétés de la gravitation qui veulent cela. À l'intérieur donc de ces anneaux concentriques, vous avez de légers grumeaux, car aucune soupe n'est parfaitement homogène, toute soupe a de grumeaux, donc y compris la soupe primitive, et dès lors que vous avez des grumeaux dans une soupe gravitationnelle, ces grumeaux ne peuvent que grossir, car la gravitation a cette propriété d'être attractive et donc de augmenter toujours le contraste de densité. Dès qu'un grumeau se forme, il a tendance à grossir au détriment de son environnement. Et c'est ainsi que l'on pensait donc que les planètes s'étaient formées assez rapidement à travers donc, ces grumeaux dans ces disques primitifs remplis de petits objets que l'on appelait des planétésimales. Voilà. Donc les planètes se sont formées par collage progressif de petits grains qui ont fini par former assez rapidement, c'est-à-dire en 20 millions d'années à peu près, les planètes. C'est-à-dire qu'entre le déclenchement de la contraction du système solaire et la formation des planètes, se serait écoulé seulement 20 millions d'années, un éclair, en fait, au regard de la vie d'un système solaire. Alors, bon, ça c'était un schéma théorique, on aimerait bien tester ce schéma, savoir si ça s'est réellement passé comme cela, quand ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Alors, je pense que ça s'est effectivement passé comme cela dans les grandes lignes. L'une des raisons, c'est comme je vous le disais, on observe aujourd'hui d'autres systèmes en train de se former. Je vous disais au début que la genèse dans l'univers était toujours en cours. Eh bien, on observe aujourd'hui des nuages interstellaires qui forment à foison des systèmes solaires et planétaires. Je vous en montrerai tout à l'heure. Deuxième question, quand ça s'est formé et pourquoi ça s'est formé? Alors, quand ça s'est formé, on a aussi une réponse extrêmement précise, car nous avons des vestiges directs de cet événement. Nous avons en fait une sorte d'acte de naissance minéral qui nous raconte la façon dont notre système solaire est né. Cet acte de naissance minéral, c'est une pierre, une météorite très précisément, qui est tombée en 1968 au Mexique, on a découvert d'autres depuis, et qui nous raconte très précisément ce qui s'est passé et quand cela s'est passé. Cette pierre se trouvait très vraisemblablement déjà dans la nébuleuse primitive, sous forme de quelques petits grains. Et cette pierre a enregistré l'événement de la naissance du système solaire. Et dans cette pierre que nous avons donc recueillie des milliards d'années plus tard, lorsqu'elle est tombée sur Terre, l'analyse de cette pierre, d'ailleurs j'ai un cliché de cette pierre, la pierre en elle-même n'est pas très spectaculaire,
La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce type de météorite que l'on appelle une chondrite carbonée. Alors le nom un peu technique vient du fait d'abord c'est carboné parce que, vous voyez, c'est assez sombre parce qu'il y a pas mal de carbone, hein, en plus de silicates, etc. Puis le terme de chondrite vient de ces inclusions blanches qu'on appelle des chondres en géologie, c'est-à-dire des cristaux blanchâtres avec donc certaines compositions chimiques. Et c'est à travers l'analyse chimique très précise, même ce qu'on appelle l'analyse isotopique, c'est-à-dire les rapports radioactifs, dans ces chondres que l'on arrive à dater l'âge de cette roche. Vous connaissez tous la datation radioactive au carbone 14, par exemple, qui permet de dater des restes radioactifs, mais ça ne permet pas de remonter à plus de 50 000 ans dans le passé. Alors, pour remonter beaucoup plus loin, sur l'âge des roches, etc., on utilise des isotopes à beaucoup plus longue durée de vie, comme l'argon, le potassium, le thorium, etc. Bref, on a donc la date de naissance du système solaire, c'est 4,566 milliards d'années. Donc, avec une bonne précision, de l'ordre du million d'années près. Puis, ce n'est pas tout. Je vous dis que on a cet acte de naissance parce que ça nous raconte également pourquoi, c'est-à-dire quel est finalement le progéniteur du système solaire. En fait, ces astrophysiciens avaient déjà émis une hypothèse, avant que l'on reçoive cette pierre, en 68, en 69, ils avaient émis une hypothèse que la déstabilisation du nuage de gaz, on peut revenir sur la diapositive précédente, voilà, que la déstabilisation du nuage de gaz avait été causée par un événement extérieur fortement perturbateur. Et parmi les événements astronomiques fortement perturbateurs, il y a l'explosion des étoiles massives sous forme de ce qu'on appelle les supernovas. On le verra tout à l'heure, les étoiles très massives explosent à la fin de leur vie dans des événements extrêmement violents qui libèrent une énergie colossale. Donc si une supernova a explosé dans les parages de la nébuleuse présolaire il y a quelques milliards d'années, l'onde de choc de la supernova, c'est-à-dire la bulle de gaz en expansion à des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde et qui agit comme un véritable bulldozer dans le milieu interstellaire, lorsqu'elle rencontre la nébuleuse présolaire, la comprime et la déstabilise. Donc un phénomène déclenchant une instabilité. En outre, cette explosion de supernova libère un grand nombre de particules à grande vitesse qu'on appelle des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques bombardent leur environnement sur des années et des années-lumière. Et notamment, ils ont bombardé la nébuleuse présolaire, ils ont bombardé les grains et les cailloux qui se trouvaient déjà dans la nébuleuse présolaire. Et ils ont modifié localement leur composition chimique en créant des isotopes très spécifiques et caractéristiques qui signent l'existence d'une supernova. Eh bien, ces isotopes ont précisément été retrouvés dans cette chondrite carbonée qui est tombée donc au Mexique en 1969. Allez, je ne vous résiste pas au plaisir de vous la montrer, cette météorite, d'en montrer un petit bout, parce qu'il y a plusieurs tonnes qui sont tombées, des fragments ont été recueillis. J'ai eu la chance de pouvoir en récupérer un morceau. Voilà. Bon, ça ne fait pas de mine, je ne veux pas la faire passer dans la salle. Donc, il n'y a que le premier rang qui la verra. Désolé. Mais voilà, c'est bien ce que je ne vous ai pas triché. Ça ressemble tout à fait à la pierre qui suit là. Voilà, c'est un petit bout de roche. Et c'est, le premier rang voit sans doute les petits grains blanchâtres qui sont ces chondres-là. Et c'est dans ces grains blanchâtres que je vous dis toute cette information sur la naissance du système solaire est codée. Et donc cet objet que je tiens dans ma main est plus ancien que tout ce que vous pouvez imaginer, il est plus ancien que tout objet terrestre. Et que tout objet du système solaire, c'est plus vieux que le Soleil et que la Terre, puisqu'il est formé d'une agglomération de grains qui préexistait à la naissance du Soleil. Donc voilà un premier type d'investigation archéologique et astronomique qui nous permet de remonter assez loin dans le passé, aux origines mêmes de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. La diapositive suivante. Oui, ça c'était mon pense-bête pour vous montrer la pierre, mais je n'en ai pas eu besoin. Voilà, alors maintenant on va dérouler l'histoire de la Terre. Oui, en fait, je vais faire constamment, des allers-retours. Là, je suis allé assez loin, c'est-à-dire l'origine de la Terre. Maintenant, je vais un peu revenir vers nous pour raconter quelques événements qui ont structuré un petit peu l'histoire de la Terre. Puis à nouveau, après, je repartirai beaucoup plus loin dans le passé. Alors, parmi les grands événements qu'a connu la Terre, il y a un événement très primitif, c'est-à-dire qui s'est passé très tôt dans l'histoire de la Terre, c'est la formation de la Lune. On s'est interrogé longtemps sur l'origine de la Lune. Aujourd'hui, on a élaboré un modèle qui marche bien, donc il y a un consensus sur la validité de ce modèle, c'est que la Lune résulterait du choc énorme donc au tout début du système solaire, avec l'un des innombrables astres vagabonds qui existaient à l'époque où le système solaire n'était pas encore nettoyé, si vous voulez. Un corps de la taille de Mars, à peu près, aurait frappé la Terre tangentiellement
donc n'aurait pas fusionné avec elle, lui aurait arraché un morceau, les débris terrestres et extraterrestres se seraient amalgamés entre eux, d'abord sous forme de disque, et puis ce disque se serait rapidement aggloméré pour former un corps unique qui est notre satellite, et c'est ce modèle qui explique le mieux les caractéristiques à la fois géologiques, minéralogiques et orbitales de notre satellite. Et on va voir maintenant que l'histoire de la Terre, en fait, a constamment été soumise à une série de bombardements et d'impacts cosmiques qui ont joué un rôle absolument dominant dans son évolution et dans sa structuration. Comme le suggère donc l'image du bas, où là il s'agit d'un choc de moindre envergure, évidemment, que la formation de la Lune. La diapositive suivante. Bon, voilà, type de corps le plus répandu dans le système solaire, comète, comme vous avez tous reconnu. Il s'agit ici de la fameuse comète de Halley. Donc je vous disais que les comètes étaient des blocs de glace amalgamés, des blocs de roches amalgamés de glaces et de poussière qui proviennent des confins du système solaire, donc qui d'une certaine façon gardent la mémoire plus ou moins vierge du système solaire primitif, d'où l'intérêt extraordinaire de l'étude très précise des comètes. Alors bon, ça ferait un sujet de conférence en soi, je ne le ferai pas, d'autant que je pense qu'André Braque, qui va vous parler des origines de la vie, va vous parler abondamment des comètes, mais justement je mentionnerai en introduction à ce qu'il vous racontera l'hypothèse que les comètes ont pu apporter dans le passé assez lointain de la Terre, non pas directement la vie, mais au moins les briques fondamentales qui permettent à la vie de se développer. Les briques fondamentales, c'est quoi? Ce sont les molécules prébiotiques, c'est-à-dire quelques acides aminés, des hydrocarbures, des molécules organiques complexes, et suffisamment complexes pour arriver même au stade de protéines ou même d'acides aminés. La diapositive suivante nous dit que lorsqu'on étudie un petit peu l'histoire de la vie sur Terre, eh bien on pense qu'il y a 4 milliards d'années, sur Terre, il y avait en quelque sorte les molécules prébiotiques, ce qu'on va appeler les molécules du vivant. Ce n'est pas encore le vivant, les molécules qui vont permettre aux vivants de se développer. Les plus anciens fossiles terrestres, on remonte à 3,4 milliards d'années, si bien qu'il y a grosso modo un consensus sur l'apparition de la vie sur Terre il y a à peu près 3,8 milliards d'années. Si bien que finalement, vous voyez qu'entre le moment de naissance de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, et l'apparition de la vie, qui est un événement majeur dans l'histoire de la Terre, 3,8 milliards d'années, s'est écoulé un temps finalement relativement bref, c'est-à-dire que la vie est apparue rapidement sur Terre, et en fait, elle semble être apparue dès que les conditions apparemment favorables sont apparues. Dans ces premières centaines de millions d'années, la Terre était bombardée d'un véritable déluge de météorites, d'astéroïdes, de comètes. Donc c'était une boule de roche en fusion, sans eau. Donc on imagine difficilement comment la vie a pu se former. Mais dès que le déluge s'est un petit peu assagi, c'est même grandement assagi, des océans liquides sont apparus, une atmosphère s'est constituée, pas l'atmosphère d'aujourd'hui bien entendu, mais une atmosphère primitive s'est constituée, et la vie est apparue sous forme de bactéries monocellulaires très simples au fond des océans. Voilà. Donc ça, vous aurez cette histoire plus rapidement. Mais donc avec cette idée intéressante que des chutes de comètes, voire de micrométéorites, qui sont des météorites, des morceaux absolument minuscules, qui pleuvent en permanence sur Terre et qui sont très riches en molécules organiques, ont pu également apporter tout ce matériau prébiotique. Vous savez qu'il tombe à peu près, en fait, en moyenne, entre 500 et 1000 tonnes par jour sur Terre de météorites, essentiellement sous forme de micrométéorites. Et c'était, quand on intègre ça sur 4 milliards d'années dans le passé, ça fait évidemment des quantités phénoménales. Diapositive suivante. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler davantage donc, des impacts qui ont pu influer sur le passé plus récent de la Terre, donc des impacts avec des corps cosmiques. C'est le sujet de mon dernier ouvrage, Le feu du ciel. La plupart de ces impacts, donc sous forme de très grosses météorites, proviennent des astéroïdes. Alors les astéroïdes, ce sont, comme l'indique, suggère ce schéma, ce sont en fait des corps rocheux de tailles diverses dont la plupart gravitent relativement sagement, en troupeaux gravitationnellement bien gardés, entre les orbites de Mars et de Jupiter. Normalement, selon les lois de la gravité, il devrait y avoir ici une planète. Il n'y en a pas, il y a des milliers, voire des millions de petites planètes. Alors pourquoi? Eh bien, la théorie actuelle suggère qu'en fait, ce serait la masse très importante de Jupiter, qui est 1000 fois plus massive que la Terre, qui par ses forces de marée gravitationnelle aurait empêché, dans l'histoire du système solaire primitif, tous ces petits grains et ces blocs de s'agglomérer entre eux. Donc on aurait ici des vestiges
du système solaire primitif, mais qui auraient beaucoup perdu de leurs conditions initiales, car notamment tous les gaz et les glaces initiales se seraient évaporés, car ces astéroïdes sont essentiellement des blocs de roches tout à fait arides. Ce sont des cailloux dans l'espace. Vous avez des petits cailloux qui ne font que quelques mètres, puis vous avez des gros cailloux, le plus gros fait à peu près 1000 km. Voilà. Alors comme le suggère également ce dessin, eh bien, certains de ces astéroïdes quittent le troupeau sous l'effet de perturbations gravitationnelles, et certains, donc, comme l'indiquent ces petits points, s'aventurent dans le système solaire interne, et certains peuvent croiser l'orbite de la Terre, et donc peuvent présenter un danger potentiel de collision. À la diapositive suivante, vue d'artiste à nouveau, quels seraient donc les effets d'une collision avec la Terre et un astéroïde de taille importante, c'est-à-dire par exemple une dizaine de kilomètres de diamètre, que ça tombe sur une surface solide comme un continent ou sur une surface liquide comme l'océan. Alors les astrophysiciens se sont beaucoup intéressés à cette question, notamment pour expliquer, diapositive suivante, ces phénomènes bien connus des paléontologues qui sont les extinctions massives d'espèces. Alors vous savez que la Terre a connu dans son passé un certain nombre relativement important d'extinctions massives d'espèces. La plus connue, la plus célèbre, c'est la dernière en date, la plus récente, connue parce que donc elle a notamment éteint les dinosaures, mais en même temps que les dinosaures, à peu près 90% des espèces vivantes, comme le suggère donc à nouveau cette vue d'artiste. Il est vraiment difficile d'avoir des images directes de toutes ces époques, donc on fait travailler les artistes, qui suggère donc que la disparition des dinosaures pourrait avoir été due au choc avec donc un astéroïde assez important. Alors cette thèse, bon, je n'ai pas trop le temps de vous en parler parce que l'histoire est très très longue, mais je le détaille beaucoup dans mon ouvrage Le Feu du ciel. Cette thèse proposée dans les années 70, à la fois par un géologue et son père, donc un géologue Alvarez, et puis son père astrophysicien, donc Alvarez également, a fait un petit peu scandale dans le milieu à la fois des géologues, des vulcanologues, des paléontologues. Mais en fait, depuis, on a énormément travaillé dessus, et on a un faisceau de preuves qui convergent vers la confirmation de cette hypothèse. Cette hypothèse consistant donc au choc avec un astéroïde d'environ 10 km de diamètre, c'est la taille critique pour que, en fait, au moment du choc, l'astéroïde qui évidemment se pulvérise entièrement, se transforme entièrement en poussière, l'énergie dégagée injecte les poussières dans l'atmosphère, qui circularise toutes ces poussières. L'atmosphère terrestre est recouverte d'un véritable linceul, manteau de particules qui vont bloquer les rayons du Soleil, et donc la Terre va être plongée dans un véritable hiver cosmique qui va durer des années. Et dans les ténèbres et le froid, la vie sur Terre va non pas s'éteindre complètement, mais subir des ravages terribles, puisque notamment la photosynthèse va s'arrêter, la chaîne alimentaire va être rompue, et la plupart des espèces qui vivent sur cette chaîne alimentaire vont disparaître, en tout cas toutes les espèces de taille importante, et notamment les grands sauriens, c'est-à-dire les dinosaures. En revanche, d'autres espèces ont pu survivre. La preuve, c'est que nous sommes là. Alors, nous n'étions pas là à l'époque, mais nos ancêtres étaient là. Les tout premiers mammifères, qui à l'époque existaient sous forme de petits rongeurs, et on imagine volontiers qu'ils ont pu creuser des galeries dans le sol pour s'abriter et vivre pendant quelques années des insectes, des larves, des débris de végétaux pourrissants, etc. Et puis lorsque la poussière est retombée au sol, eh bien, ils ont pu ressortir, et l'arbre de la vie s'est orienté dans de nouvelles directions. Alors, cette hypothèse a été controversée, donc je ne raconterai pas tous les événements qui nous font croire aujourd'hui que cela s'est réellement passé comme cela. Je montrerai simplement l'image suivante. Voilà, qui est une reconstitution par radar, mais qui est tout aussi fidèle qu'une photographie normale, du cratère d'impact qui a été retrouvé donc au fond du golfe du Mexique, près de la péninsule de Yucatan. Cela s'appelle le cratère de Chicxulub. C'est un cratère, donc typiquement un cratère d'impact avec un piton central, un relief concentrique autour du centre d'impact, un cratère qui fait 200 km de diamètre environ, donc qui déborde en fait sur le continent, sur la péninsule de Yucatan, et qui est typique effectivement d'une collision avec un corps de 200 km. Avec un corps de 10 km de diamètre, pardon. On a calculé, donc on a fait des simulations numériques. Le raz-de-marée qui en a résulté, parce qu'à l'époque, donc, il y avait effectivement de l'eau dans le golfe du Mexique, eh bien, le raz-de-marée s'est étendu sur des milliers de kilomètres. On a retrouvé très très loin, à des milliers de kilomètres de là, des traces de ce raz-de-marée. Et on a daté cet événement en allant chercher des sphérules, c'est-à-dire des débris rocheux à 2000 mètres de profondeur. Ils ont été datés isotopiquement, c'est 65 millions d'années, c'est exactement la date de la dernière extinction massive d'espèces. La diapositive suivante
nous montre, donc c'est un schéma un tout petit peu plus compliqué, mais qui montre simplement ce que nous disent les paléontologues. Les paléontologues qui étudient donc l'évolution, la distribution des fossiles au cours des âges, donc ici c'est aujourd'hui, puis là on plonge dans les aires géologiques de plus en plus profondes jusqu'au précambrien, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 600 millions d'années. Vous voyez, c'est tout petit par rapport aux 3,8 milliards d'années d'histoire de la vie sur Terre. Mais 600 millions d'années, c'est grosso modo une grande explosion de la vie sur Terre, parce que pendant ces premiers milliards d'années, la vie est essentiellement restée sous forme de bactéries au fond des océans, et ce n'est que beaucoup plus tard que l'arbre de la vie s'est diversifié, notamment lorsque la vie a commencé à sortir des océans et à aller sur les continents. Et les paléontologues ont repéré 5 extinctions massives d'espèces qui sont ici figurées par ces traits rouges. Alors voilà la dernière en date, je vous en parlais, c'est le cratère, donc c'est la transition entre le Crétacé et le Tertiaire, il y a 65 millions d'années. Alors là, vous avez l'échelle temporelle, puis là en bas, vous avez des cratères d'impact qui sont indiqués avec le diamètre du cratère, qui sont donc en fait des candidats pour expliquer ces extinctions massives d'espèces. Parce qu'à partir du moment où on avait quasiment la conviction que la dernière extinction a été due à un choc astéroïdal, pourquoi pas les extinctions plus anciennes. Et donc on est en train de rechercher aujourd'hui des cratères correspondant à ces extinctions massives. Et pour l'instant, donc les recherches sont très actives et très intéressantes, puisque pour 4 extinctions sur 5, on a déjà trouvé des cratères candidats qui ont la bonne taille et qui ont l'âge correct. Si bien que maintenant, les paléontologues et ceux qui s'occupent donc de l'évolution de la vie sur Terre commencent un petit peu à réviser la diapositive suivante, s'il vous plaît, un petit peu, finalement, l'arbre de la diversité croissante, c'est-à-dire qu'il semblerait finalement que les espèces actuellement vivantes sur Terre soient évidemment le fruit de l'évolution darwinienne, on n'échappe pas à cette superbe et magnifique théorie de la sélection naturelle, mais malgré tout modulées par un certain nombre de catastrophes cosmiques figurées en bas. Donc ça, c'est l'arbre de la diversité croissante traditionnelle, sans catastrophe cosmique, sans cause cosmique ou écologique majeure, avec le fait qu'il y a certaines branches de la vie qui s'éteignent d'elles-mêmes, car les espèces ne s'adaptent mal. Ça, c'est la nouvelle vision qui est en train de se dégager, c'est-à-dire un mélange de hasard et d'évolution, ce hasard étant en fait le hasard des collisions cosmiques, même si ce hasard peut être calculé en termes de probabilité d'impact. Eh bien, à chaque fois qu'il y a un impact cosmique, eh bien, l'arbre de la diversité est coupé dans la majeure partie de ses branches et la vie arrive malgré tout à se poursuivre dans de nouvelles directions à partir donc de certains rameaux qui arrivent à subsister. Et il est clair donc, si l'on croit à ce schéma, qui est effectivement aujourd'hui tout à fait crédible, probablement les espèces, de quelques dizaines de millions d'espèces qui sont là aujourd'hui sur Terre, n'étaient probablement pas inscrites vraiment dans les conditions initiales. Elles sont le fruit de toute cette série d'accidents cosmiques qui ont modelé finalement l'évolution même de la vie sur Terre. Donc la diapositive suivante. Encore, suivante. On va passer maintenant à la deuxième partie. Voilà, je vous ai raconté très rapidement, de façon très simplificatrice, l'histoire de la formation de la Terre, du système solaire, et puis l'évolution de la vie modelée donc par l'environnement astronomique de la Terre. Alors maintenant, on va faire un grand zoom en arrière, on va s'éloigner du système solaire, on va plonger dans notre galaxie, dans le monde des étoiles, dont certaines sont également d'autres systèmes solaires. Je crois que vous savez sauter une diapositive. Vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Voilà, pour examiner ce que c'est qu'une galaxie, c'est-à-dire donc ces vastes rassemblements d'étoiles qui sont autant donc de soleils. Alors nous vivons dans une galaxie particulière, comme vous le savez, qui s'appelle notre Voie lactée. Si nous pouvions sortir de notre galaxie, elle ressemblerait à ceci. Donc ceci, ce n'est pas une vue d'artiste, c'est un véritable cliché astronomique, mais ce n'est pas notre galaxie, bien entendu, puisque nous sommes à l'intérieur. On ne peut pas la voir de l'extérieur. En revanche, c'est une galaxie qui n'est pas très loin, il y a quelques centaines de millions d'années-lumière, c'est la porte à côté, et qui ressemble comme une goutte d'eau à la nôtre, très vraisemblablement. Donc si on pouvait regarder notre galaxie par la tranche, ça ressemblerait à ça, et vous voyez qu'effectivement, l'essentiel de la matière d'une galaxie, la matière d'une galaxie, vous allez le voir, ce n'est pas seulement des étoiles, c'est aussi du gaz, essentiellement d'ailleurs du gaz interstellaire, et puis quelques poussières qui absorbent le rayonnement. Bien, l'essentiel de cette matière visible, en tout cas, est rassemblée sous forme d'un disque relativement mince, qui est le disque galactique. Et s'il s'agissait de notre galaxie, bien, notre étoile, vous le savez sans doute, se trouverait à peu près relativement à la périphérie, dans le disque bien sûr, relativement à la périphérie, l'ensemble ayant un mouvement évidemment de rotation générale
non pas rigide, mais différentielle, autour du centre de gravité de la galaxie. Et donc le Soleil en particulier entraîne son cortège planétaire autour du centre de la galaxie à la vitesse instantanée d'environ 220 km par seconde. Il accomplit un tour en 200 millions d'années. Mais ça, peu importe, ça ne nous éclaire pas particulièrement sur les origines. Alors on va essayer maintenant de comprendre l'origine des étoiles en général, à travers donc l'analyse astrophysique de ce qui se passe dans notre galaxie. Alors on va faire un zoom, on va plonger dans notre galaxie pour voir la réelle matière de notre galaxie. C'était le cliché suivant. Voilà, et quand on plonge dans notre galaxie avec les moyens adéquats, on s'aperçoit que notre galaxie, ce n'est pas simplement des étoiles séparées par du vide, comme on a tendance à le voir à l'œil ou au télescope, mais si vous mettez un appareil photo, une plaque photo avec un long temps de pause, vous laissez apparaître les rayonnements plus faibles de ce qu'il y a entre les étoiles. Et entre les étoiles, ce n'est pas le vide, c'est le milieu interstellaire, c'est-à-dire le gaz, à nouveau essentiellement de l'hydrogène, de l'hélium et puis des traces d'autres éléments. Ce gaz est relativement froid, mais il rayonne un petit peu de lumière et de chaleur. Et ce gaz-là, il est captable par nos télescopes. Et voici donc un paysage galactique typique tel qu'on peut l'obtenir avec un bon petit télescope d'amateur et un temps de pause suffisamment long. Et on voit bien les trois ingrédients de base qui constituent notre galaxie. Les points blancs, ce sont des étoiles qui sont plus ou moins proches. La taille des points blancs n'est pas le reflet de la taille des étoiles. Les étoiles sont ponctuelles tellement qu'elles sont loin, mais c'est simplement les effets de la diffusion. Il y a beaucoup de lumière. Les étoiles plus brillantes font une tache de diffusion plus large sur la plaque photo. Alors vous avez évidemment tout ce qui est nébuleux, c'est justement le gaz, l'hydrogène, qui rayonne dans différentes couleurs. S'il n'est pas très très chaud, il est plutôt rouge. S'il est chauffé par des étoiles, il est plutôt bleu, comme vous voyez dans ces régions. Et vous avez enfin les régions plus ou moins obscures, qui sont en fait des régions dans lesquelles beaucoup de poussières se sont accumulées dans le gaz, et ces poussières, qui sont des petits grains infinitésimaux, des grains de silicate, de carbonate, etc., absorbent le rayonnement et donc font paraître ces zones relativement noires. C'est à partir des années 1930-1940 que l'astrophysique, donc relativement récemment, que l'astrophysique a été capable de reconstituer tout le fil de la vie des étoiles, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. On pourrait utiliser des termes anthropocentriques. Bien entendu, les étoiles ne naissent pas au sens propre du terme, elles ne meurent pas, ce ne sont pas des systèmes vivants, ce sont des systèmes physiques qui évoluent fortement. Alors, pour malgré tout continuer à utiliser mes images anthropocentriques, je vais vous montrer les étapes essentielles de l'évolution des étoiles. Donc, première étape, ce qu'on peut appeler la diapositive suivante. Voilà. C'est avant même la formation d'une étoile. Les structures que vous voyez là, ce qui sont donc des nuages d'hydrogène remplis de poussières obscures, qu'on appelle des sacs à charbon, ou plus techniquement des globules de Bock, ce sont les matrices au sein desquelles vont se former les étoiles. Alors, pour en être certain, il faudrait pouvoir voir à l'intérieur obscur qui bloque le rayonnement ordinaire. Mais le rayonnement infrarouge, par exemple, sort de ces nuages-là. Et donc, si vous embarquez un télescope infrarouge sur un satellite et que vous pointez en direction de ces nuages sombres, vous voyez à l'intérieur de ces nuages, de ces matrices obscures. Et qu'est-ce que vous voyez? Diapositive suivante. Dans le nuage sombre, et qui ne sont pas encore autonomes. Ce ne sont pas des étoiles bien formées, elles ne sont pas sphériques, elles ne sont pas sculptées par leur propre gravité, ce qui montre bien qu'elles sont encore en interaction électromagnétique et gravitationnelle avec le milieu ambiant. Donc ça évoque plus ou moins l'interaction de l'embryon dans le placenta, même si les phénomènes sont évidemment radicalement différents. La scène suivante vous montre, entre guillemets, un accouchement d'étoiles. C'est-à-dire que donc, vous voyez ici une nébuleuse obscure qui, il y a seulement quelques centaines de milliers d'années, a engendré toute une nichée de jeunes étoiles. Toutes ces étoiles que vous voyez là sont issues d'une même couvée, en quelque sorte, de condensation de cette grande nébuleuse obscure. Alors, ces étoiles extrêmement jeunes ne fonctionnent pas encore comme le Soleil. Elles brillent tout simplement parce qu'elles se contractent sur elles-mêmes, et en se contractant, les lois de la thermodynamique nous disent que le gaz doit s'échauffer, donc ces étoiles sont brillantes. Mais elles ne libèrent pas encore leur propre énergie grâce aux réactions thermonucléaires. Ça va venir plus tard dans la vie de l'étoile. La diapositive suivante vous montre précisément le stade, disons, adulte, dans lequel l'étoile se stabilise, c'est-à-dire cesse de se contracter, parce qu'en son cœur, les températures deviennent suffisamment élevées pour engendrer des réactions thermonucléaires.
Dès lors, l'étoile est soumise à deux forces antagonistes, une tendance à l'explosion en raison du débit d'énergie fantastique qui est libéré au centre, et une tendance à l'implosion en raison du poids de ses couches, qui a tendance donc à la faire s'effondrer. Et donc l'étoile rentre dans une configuration d'équilibre qui va durer extrêmement longtemps. Enfin, en tout cas, ce temps d'équilibre va dépendre essentiellement de sa masse. Mais pour une étoile typique comme le Soleil que vous voyez là, ce temps de vie normal, disons, est de l'ordre de 10 milliards d'années. Donc vous avez déjà compris que le Soleil est à mi-course, puisqu'il a à peu près déjà 5 milliards d'années, et donc le Soleil est en pleine santé, en pleine vigueur. Alors puisque donc une étoile normale, entre guillemets, assure son équilibre, son débit d'énergie régulier, en consommant gentiment son carburant hydrogène, il arrive forcément un moment où ce carburant s'épuise. Auquel cas, donc, on s'approche des étapes un petit peu terminales de la vie d'une étoile, toujours pour employer des termes un petit peu anthropocentriques, et l'étoile va rentrer dans de grands bouleversements. Bon, je ne vais pas décrire les détails de ces bouleversements fascinants, je vais simplement vous montrer quelques images, belles images qui vont illustrer ça. Donc la suivante. Voilà, donc une étoile moribonde, ce qui deviendra sans doute notre Soleil dans environ 5 milliards d'années. Bon, c'est un phénomène astronomique que l'on appelle la nébuleuse planétaire. Alors le mot est très mal choisi, c'est pour des raisons historiques, ça n'a rien à voir avec les planètes. C'est en fait ce que vous voyez là, cette superbe image. Vous voyez une étoile qui, il y a quelques centaines de millions d'années, c'était une étoile comme notre Soleil, qui s'est bien d'abord à se dilater énormément sous forme de ce qu'on appelait une étoile géante rouge, et son enveloppe a fini par se dilater dans l'espace, se diluer dans l'espace, tandis que le cœur de cette étoile, qui était le réacteur thermonucléaire, se contracte, se ratatine, car le débit des réactions nucléaires chute, et se contracte pour former une toute petite étoile, une sorte de cadavre stellaire qu'on va appeler une naine blanche. Et c'est exactement ce que vous voyez là. Vous voyez finalement l'étoile décortiquée. Voilà ce que cette belle nébuleuse gazeuse, cette bulle de gaz en expansion, c'était l'enveloppe de l'étoile. Et l'étoile brillante au centre, c'était le réacteur nucléaire central qui est en train de s'éteindre. Voilà. Donc, bien, ça, c'est le sort qui attend 90% de toutes les étoiles dans l'univers. C'est-à-dire des étoiles à peu près comparables à notre Soleil, qui est évidemment une étoile tout à fait typique et tout à fait moyenne. Donc on observe aujourd'hui des milliers et des milliers de systèmes de ce type-là, dans des configurations relativement diverses. La diapositive suivante vous montre un agrandissement, un détail en fait de ce qui se passe à la périphérie d'une de ces étoiles moribondes. Et vous voyez ici des sortes de globules gazeux. On ne peut pas s'empêcher de penser à des spermatozoïdes, si on continue à faire un petit peu une analogie très anthropomorphe. Mais l'image n'est pas idiote parce qu'en fait, qu'est-ce qu'a fait l'étoile au cours de sa vie? Elle a fabriqué des éléments chimiques. À partir de son matériau de base, hydrogène, hélium, elle a fabriqué des éléments plus lourds. Alors, en fait, pour la plupart des étoiles comme le Soleil, ces étoiles ne sont pas très massives, elles ne développent pas des températures énormes en leur centre, et donc finalement, au cours de leur vie, elles ne sont capables que de fabriquer du carbone et un peu d'oxygène. Puis ça s'arrête là. C'est pas beaucoup, mais enfin, c'est quand même intéressant, parce que vous savez, vous connaissez le rôle important du carbone et de l'oxygène dans le développement de la complexité et donc de la vie après dans l'univers. Ah bien, ce carbone et cet oxygène, ils vont se retrouver où? Ils vont se retrouver dans le cadavre central, mais ils vont également se retrouver dans la nébuleuse gazeuse, et en particulier ces globules de gaz qui partent donc de l'étoile à des vitesses de quelques centaines de kilomètres par seconde, emportent le carbone qui a été formé dans l'étoile, et au bout de dizaines de milliers d'années, ces globules de gaz vont rencontrer d'autres nuages interstellaires, et vont se mêler à eux, et donc en quelque sorte vont les féconder en les atomes, les produits chimiques lourds qu'a fabriqué cette étoile. Et donc vous commencez à deviner que si l'histoire de l'univers peut se raconter sous forme d'une suite de générations d'étoiles qui se succèdent, vous pouvez très bien imaginer donc l'enrichissement progressif de la galaxie et des galaxies en général, un élément chimique de plus en plus lourd à partir de configurations initiales, fabriquer de plus en plus du carbone et des éléments plus lourds. La diapositive suivante vous montre maintenant un phénomène encore plus intéressant, beaucoup plus rare, mais beaucoup plus intéressant parce que c'est une frange très réduite d'étoiles qui, au lieu de mourir relativement sagement, comme dans le cas précédent, connaissent une fin beaucoup plus spectaculaire, qui est justement l'explosion de supernovas. Je vous ai parlé très rapidement au début pour expliquer le déclenchement de la formation du système solaire. Alors, ce sont des étoiles très massives qui, au cours de leur vie, qui est beaucoup plus brève d'ailleurs, sont capables de développer des températures tellement gigantesques que les réactions thermonucléaires vont permettre de fabriquer tous les aimants lourds. Essentiellement d'abord jusqu'au fer. Une fois que le cœur de fer est formé, le cœur s'effondre très violemment.
il ne va pas se ratatiner en quelques milliers d'années, il s'effondre en une fraction de seconde. Les couches de l'étoile vont rebondir sur ce noyau extrêmement dur, et les couches de l'étoile vont exploser sous forme extrêmement violente. Et là, vous voyez par exemple donc, une explosion de supernova qui a commencé à peu près il y a 1000 ans. Bon, on l'a observé en direct en l'an 1054, et donc 1000 ans après, on continue à voir cette véritable bombe thermonucléaire dans l'espace. Ça, c'est l'atmosphère de l'étoile qui est en train d'exploser. Le résidu, lui, on ne le voit pas directement. On le voit indirectement avec des radiotélescopes à travers un très beau phénomène qu'on appelle le phénomène du pulsar. Ça, je n'ai pas le temps de vous en parler. Alors, les supernovas sont intéressantes parce que c'est justement dans ces étoiles-là que les éléments chimiques lourds, qui constituent toute chose, quasiment, sont formés. Voilà. Et ce qui a fait dire, donc, à des poètes, et puis après, plus tard, à un astrophysicien barbu bien connu, que nous sommes poussière d'étoiles, c'est même le titre générique, j'ai l'impression d'ailleurs, de toute la série, parce qu'effectivement, si vous prenez les éléments chimiques, ils constituent toute chose, à l'exception de l'hydrogène, qui lui remonte beaucoup plus loin dans l'histoire de l'univers, je vous en parlerai. Ces éléments, effectivement, étaient formés dans les creusets alchimiques que sont donc les étoiles massives. Voilà. Et c'est donc également, pour en revenir à la formation du système solaire, ce type d'explosion qui aurait donc déclenché la formation de notre système solaire. Diapositive d'après, ben voilà, c'est un autre vestige de supernova, plus ancien, et qui montre qu'il y a à peu près 10 000 ans d'âge, celui-là. Donc vous voyez la bulle de gaz est toujours en expansion, et 10 000 ans plus tard, cette bulle de gaz continue à agir comme un véritable bulldozer dans le milieu interstellaire en se dilatant et va rencontrer des nuages interstellaires et va les comprimer, va déclencher de nouvelles étoiles et va enrichir ces nuages en éléments chimiques nouveaux. Donc les étoiles en mourant créent constamment de la nouveauté. Diapositive suivante. On arrive maintenant à la dernière partie. En faisant toujours un zoom arrière encore plus vaste, en s'intéressant non plus aux étoiles dans une galaxie, mais aux galaxies elles-mêmes, qui peuplent donc en très grand nombre l'univers observable. L'univers observable, c'est un univers absolument gigantesque, qui contient à peu près 100 milliards de galaxies. Alors, quand vous voyez un cliché astronomique comme celui-là, vous pouvez essayer de le mettre un petit peu au point, si c'est possible, oui. Dans un cliché astronomique comme celui-là, bon, oui, voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Eh bien, en fait, seuls les objets, à cause de la technique d'observation particulière, qui est celle de la caméra CCD, seuls les objets qui ont une grande barre verticale, ce sont des étoiles. Donc, ce sont des objets proches appartenant à notre galaxie. Tout ce que vous voyez ailleurs, c'est-à-dire ici essentiellement les milliers et les milliers de petits points, ce ne sont pas du tout des étoiles, ce sont des galaxies à part entière, situées donc à des distances fabuleusement plus loin que toutes ces étoiles-là, et qui sont elles-mêmes donc des rassemblements gigantesques de centaines de milliards d'étoiles. Donc, vous voyez un univers. Vous le sondez très profondément avec des instruments puissants, incroyablement remplis, incroyablement denses en matière lumineuse. On verra tout à l'heure d'ailleurs que cette matière lumineuse n'est qu'en fait une fraction infinitésimale du véritable contenu énergétique de l'univers. Mais déjà, ce cliché extrêmement impressionnant, c'est quand même une région du ciel relativement petite, observée avec un très puissant télescope, vous montre finalement un petit peu les forêts lointaines. C'est comme si on vivait au sein d'une forêt, dont les étoiles seraient les troncs d'arbres relativement proches, mais ces troncs d'arbres seraient relativement espacés. Avec des instruments très puissants, vous arrivez à voir entre les troncs d'arbres et vous voyez des forêts lointaines, mais évidemment si lointaines que vous ne distinguez plus séparément les troncs d'arbres de ces forêts lointaines. Ce sont les galaxies. Et vous observez des millions et des millions. Alors il y en a qui sont proches, il y en a qui sont loin. C'est donc en étudiant les galaxies que l'on peut remonter beaucoup plus loin dans le passé de l'univers et faire réellement de la cosmologie, qui va nous amener maintenant jusqu'à plusieurs milliards d'années en arrière dans l'histoire de la cosmologie et faire donc une archéologie beaucoup plus profonde. Diapositive d'après. Je suis sûr que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Bon, voici donc deux galaxies spirales qui sont en collision parce qu'il se trouve que les galaxies sont séparées par des distances qui ne sont pas énormes par rapport à leur taille et beaucoup de galaxies rentrent en collision. Et si je vous montre ça, ce n'est pas seulement pour la beauté des yeux, mais également parce que les collisions de galaxies, qui apparemment semblent destructives, elles sont en fait génératrices de nouveautés, car les collisions de galaxies compriment le gaz qui est dans les galaxies et provoquent des flambées d'étoiles. C'est-à-dire, il y a des floraisons d'étoiles nouvelles qui naissent, sur des échelles évidemment de plusieurs dizaines de millions d'années, qui est la durée caractéristique de ces collisions, lorsque deux galaxies rentrent en collision. Diapositive d'après, alors on va accélérer le mouvement en allant dans le passé de plus en plus lointain. Maintenant, c'est un cliché dit du ciel profond, pris par des télescopes très puissants, par exemple le télescope spatial, donc
en orbite au-dessus de la Terre, qui observe ici une minuscule région du ciel, si petite qu'il n'y a aucune étoile dans le champ, donc carrément c'est un champ absolument infime, infinitésimal, où vous regardez carrément entre les étoiles de la galaxie, vous ne voyez plus que des galaxies extérieures, mais grâce à la sensibilité de cet instrument, vous voyez des galaxies tellement lointaines qu'en fait, vous les voyez extrêmement jeunes dans leur histoire. Et ce sont les galaxies qui sont ici colorées en jaune. Par rapport à ces galaxies-là, qui sont plus proches de nous, donc on les voit plus jeunes. Disons par exemple, cette galaxie, elle est à 200 millions d'années-lumière, donc en fait, on la voit telle qu'elle était il y a 200 millions d'années. Grosso modo, à l'échelle des galaxies, elle n'a pas sensiblement évolué. Aujourd'hui, elle est toujours comme ça. En revanche, ces galaxies sont pratiquement des proto-galaxies, c'est-à-dire des galaxies quasiment en formation, et elles remontent à pratiquement 8 milliards d'années dans le passé. Et donc, c'est même 10 milliards d'années, voire 12 milliards d'années. Donc, on arrive un petit peu aux confins de l'espace de l'univers observable, puisqu'en observant donc, de plus en plus apparemment loin, on remonte dans un passé si lointain que finalement, on va après se heurter à une certaine barrière où, en remontant tellement loin dans le passé, il n'y aura encore aucune structure astronomique formée existante. Parce que vous imaginez bien que les galaxies et les étoiles ne sont pas nées telles quelles au moment du Big Bang, bien entendu. Il a fallu du temps pour les former. Voilà. Alors on peut se poser la question, jusqu'où l'observation astronomique nous permet de remonter dans le passé de l'univers? Eh bien, le cliché suivant répond à cette question, en partie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. C'est une carte. Alors ça, c'est vraiment les toutes dernières nouvelles de l'univers, car les données nous ont été fournies au mois de février seulement. C'est les données donc, qui ont été récoltées par un satellite qui s'appelle le satellite MAP, qui a cartographié ce que l'on appelle le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, en fait, c'est la première lumière qui a été émise par l'univers au cours de son histoire. Et comme on va le voir rapidement, enfin, je vais vous le dire tout de suite, dans le cadre des modèles généraux d'évolution de l'univers qu'on appelle les modèles de Big Bang, cette première lumière émise par l'univers n'a pas été émise au début de l'univers, a été émise 380 000 ans plus tard, après le début de l'expansion de l'univers. C'est l'époque où, pour la première fois de son histoire, l'univers est devenu transparent et a laissé échapper sa lumière. L'observation astronomique nous permet donc de remonter à cette époque. Et ne nous permet pas, et ne nous permettra jamais d'observer un état antérieur de l'univers par le rayonnement électromagnétique. Mais il y en aura d'autres moyens d'investigation pour aller plus loin dans le passé de l'univers. Alors donc, cette carte du rayonnement fossile, il faut imaginer ça comme une sorte de planisphère, c'est-à-dire c'est la voûte céleste dans toutes ses directions, transposée simplement sous forme d'une carte, un petit peu comme une map monde, c'est une map monde céleste au lieu d'être une map monde terrestre. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Eh bien, on a codé tout simplement la température de ce rayonnement, car le rayonnement primitif de l'univers peut être caractérisé avec une très grande précision par une température à chaque point du ciel. Et on a codé, avec un codage extrêmement fin, une sensibilité extrêmement fine, les variations de température de ce rayonnement fossile, qui nous donne donc l'idée de l'état de l'univers très primitif, à l'époque où il n'existait encore aucune étoile, aucune galaxie, et où l'univers primitif, c'était un mélange de particules élémentaires et de rayonnements piégés entre eux, couplés entre eux, une sorte donc de soupe cosmique, primitive, très homogène, mais malgré tout, contenant de légers grumeaux, une fois de plus. Et ce que vous voyez là, les couleurs codent les grumeaux. C'est la présence des grumeaux, c'est-à-dire caractérisés par soit par un léger excès de température ou un léger excès de densité, ce qui revient au même. Mais il faut savoir qu'en fait, quand on décode cette carte, cela montre une température incroyablement uniforme, car le plus gros écart de température entre le point le plus chaud, par exemple, serait ce point rouge, et le point le plus froid, par exemple un point bleu, n'est que de l'ordre de 1/100 millième de degré seulement. Ce qui montre bien que l'univers était incroyablement homogène, mais malgré tout, ces infimes fluctuations primordiales sont en fait les germes de toutes les structures astronomiques existantes aujourd'hui dans l'univers. Donc tous les objets astronomiques que je vous ai montrés, les étoiles, les galaxies, etc., prennent en fait leur source dans ces fluctuations infinitésimales du rayonnement fossile. Alors en fait, on peut faire énormément de choses et on peut faire toute la cosmologie observationnelle d'aujourd'hui se fait à travers le décodage de ce type de carte. Vous savez, la cosmologie théorique repose sur la résolution des équations d'Einstein de la relativité générale à l'échelle de l'univers tout entier, qui nous propose ce qu'on appelle les modèles de Big Bang. Ce sont donc des modèles dans lesquels l'espace se dilate ou éventuellement peut se contracter au cours du temps. C'est-à-dire dans lequel
l'univers a réellement une histoire qui, si on extrapole dans le passé, semble avoir un commencement, que l'on va donc appeler le Big Bang. Et après, donc, on a le Big Bang développé en avant dans le temps permet d'expliquer la structuration progressive de l'univers. Alors donc, ces modèles théoriques de Big Bang aujourd'hui peuvent être testés avec une extraordinairement grande précision par l'analyse très détaillée de ce rayonnement fossile. Je peux essayer de vous donner une image extrêmement simple pour vous faire comprendre pourquoi on décode l'ensemble des paramètres cosmologiques. Imaginez que vous preniez un tambour, que vous répartissiez du sable dessus de façon homogène et vous faites doucement vibrer le tambour. Vous savez très bien que les vibrations du tambour vont organiser les tas de sable. Le sable en petits tas et en petits creux. Et vous comprenez très bien que la façon dont le sable va s'organiser va dépendre des propriétés du tambour. Ça va dépendre, par exemple, de la constitution du tambour. Si c'est une peau animale, si c'est un métal, si c'est un tissu plastique, ça ne va pas vibrer de la même façon. Ça va dépendre également de la géométrie du tambour, si le tambour est parfaitement plat ou s'il est légèrement incurvé, sphérique ou hyperbolique. Ça va également dépendre de la vibration initiale. Si vous frappez très fort le tambour ou si vous le frappez tout doucement, évidemment, les tas de sable vont s'organiser différemment. Ça va dépendre de la durée pendant laquelle vous faites vibrer le tambour. Et enfin, ça va dépendre de la forme globale du tambour, ce qu'on appelle la topologie du tambour, conditions au contour. Bien, si vous arrivez à décoder toutes ces informations en analysant les corrélations très subtiles et très compliquées entre les fluctuations de température, vous arrivez à remonter à ces propriétés-là. Et c'est effectivement ce que l'on peut faire aujourd'hui. Donc nous sommes entrés dans une ère de cosmologie de très haute précision qui permettent de fixer avec un assez bon degré de crédibilité les paramètres de l'univers. Donc les toutes dernières nouvelles cosmologiques sont les suivantes. L'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années. Il a initialement vibré. On a une idée sur la façon et pourquoi il a vibré initialement. C'est un petit peu trop compliqué pour que je l'explique ici. On sait que ces vibrations se sont propagées sous forme carrément d'ondes acoustiques, justement comme un tambour tridimensionnel qui vibre, pendant 380 000 ans. Et au bout de 380 000 ans, les grumeaux se sont figés pour nous donner justement cette image, qui ressemble justement à des tas de sable. Voilà. On connaît donc la constitution du tambour cosmique, le contenu matériel de l'univers. Grosso modo, il y a 4% seulement de matière, de ce qu'on appelle la matière ordinaire, constituée des particules élémentaires, qui jusqu'à présent ont été considérées comme constituant toute chose. Les protons, les neutrons, les électrons, ce qu'on appelle la matière baryonique. Ça représente qu'un pourcentage extrêmement faible, en fait. Après, vous avez 25% d'une matière, toujours sous forme de particules, mais qui ne sont plus des particules baryoniques, une matière exotique, qui avait déjà été prédite par certaines théories de physique des hautes énergies, et qui donc occupe en fait l'essentiel de la matière dite sombre. Cette matière ne se voit pas. Les clichés des galaxies que je vous montrais ne vous montraient où il y avait apparemment énormément de matière dans l'univers. Ce n'était qu'une infime partie de l'iceberg cosmique, partie émergée, quelques pourcents seulement. Et puis l'essentiel de l'énergie, de la matière et de l'énergie dans le cosmos n'est même pas sous forme de particules, mais sous forme de ce que l'on appelle éventuellement l'énergie noire ou l'énergie sombre, qui est une forme d'énergie exotique et assez extraordinaire, qui gouvernerait donc, parce qu'elle représenterait les 2/3 de l'énergie cosmique, qui gouvernerait le véritable destin de l'univers. Alors c'est la raison pour laquelle, diapositive suivante, donc premièrement, l'analyse de ce rayonnement fossile permet de comprendre d'abord comment les infimes grumeaux, ça c'est un détail de la carte du rayonnement fossile, le détail d'un grumeau, on fait évoluer des simulations numériques et comment les grumeaux ont fabriqué, par condensation, les premiers objets célestes. Surprise, par rapport à ce que l'on pensait précédemment, entre là et là, ne se serait écoulé que 200 millions d'années. C'est-à-dire que les galaxies se seraient formées très tôt dans l'histoire de l'univers. Jusqu'à présent, on pensait qu'il avait fallu au moins 1 à 2 milliards d'années pour former les galaxies. Ces dernières données nous indiquent que les galaxies se sont formées beaucoup plus rapidement. Deuxièmement, diapositive d'après, donc voilà ces fameux modèles de Big Bang dont je vous parlais, avec les 3 modèles initialement calculés dans les années 1920 par Georges Lemaître et Alexander Friedman, qui sont les inventeurs de la cosmologie moderne, les inventeurs du Big Bang.
avec donc les observations que nous sommes actuellement dans un univers en expansion, puisque nous avons l'impression de voir l'univers se dilater dans toutes ces directions, et tout le problème de la cosmologie, c'était de savoir sur quelle branche nous nous trouvions, soit dans un univers en expansion-contraction, ce qu'on appelle un modèle d'univers fermé, ou soit un univers en expansion perpétuelle, expansion qui peut soit se décélérer au cours du temps, ou soit au contraire s'accélérer. Eh bien, depuis 1998, et encore plus depuis ces dernières observations astronomiques, les astronomes ont les indices suffisants pour penser que nous sommes dans l'univers numéro 3, dans le modèle d'univers numéro 3, un univers à expansion perpétuelle accélérée, l'accélération de l'univers étant précisément due à cette composante majeure de l'énergie cosmique, cette sorte d'énergie noire qui aurait tendance en fait à faire exploser l'espace en chacun de ces points, car c'est une énergie qui exercerait une véritable tension, c'est-à-dire une sorte de pression négative sur l'espace, qui aurait donc tendance à le faire exploser. Mais vous voyez que dans tous les cas de figure, parce que là je ne suis pas là pour vous parler du destin futur de l'univers, je suis là plutôt pour vous parler de son origine. Alors on va plutôt s'intéresser maintenant au passé de l'univers, pour conclure quand même, rassurez-vous, et vous voyez quand même que dans tous les cas de figure, les trois courbes retombent vers un événement singulier, le Big Bang, l'origine de l'univers, qui donc, les écarts ne sont pas si grands entre les trois courbes, puisque même si on fait varier un petit peu les paramètres, on trouve avec une grande précision 13,7 milliards d'années pour l'âge actuel de l'univers, c'est-à-dire le temps qui nous sépare du Big Bang. Alors on va essayer maintenant de conforter ce modèle de Big Bang en observant éventuellement indirectement des phases d'évolution encore beaucoup plus primitives de l'univers que le rayonnement fossile dont je viens de vous montrer. Parce que 380 000 ans, c'est bien beau, mais on a envie quand même, évidemment, de savoir ce qui s'est passé avant. Alors, l'une des façons dont on peut le faire, diapositive suivante, consiste à faire de la chimie cosmique, c'est-à-dire à considérer que, en fait, les éléments les plus simples et les plus légers de l'univers, c'est-à-dire l'hydrogène, son isotope le deutérium, et un autre isotope qui s'appelle le tritium, et puis ensuite l'hélium, puis un isotope, l'hélium 3, et enfin le lithium, ont dû se former, selon les théories du Big Bang, très tôt dans l'histoire de l'univers. C'est-à-dire à une époque où l'univers se dilatait depuis seulement à peu près 100 secondes, sa température a chuté à peu près 10 milliards de degrés, et pendant quelques secondes, ça a été des conditions favorables pour que les premières particules élémentaires commencent à se coller entre elles et à s'associer pour former les premiers noyaux atomiques, qui sont donc les noyaux de ces éléments légers. Les proportions relatives de ces éléments légers n'ont pas significativement changé depuis cette époque, par l'évolution stellaire. Donc en mesurant aujourd'hui les proportions relatives des éléments légers, c'est-à-dire essentiellement du deutérium, de l'hélium et du lithium, on arrive à tester les modèles de Big Bang jusqu'à 3 minutes après le début de l'expansion de l'univers, et l'accord est absolument formidable. Ça permet de fixer des contraintes sur les différents paramètres cosmologiques et qui sont absolument compatibles avec donc, le modèle de Big Bang donc choisi aujourd'hui. Donc on voit que l'histoire cosmique peut être reconstituée de façon indirecte jusqu'à à peu près 100 secondes après le début de l'expansion de l'univers, et on a évidemment encore envie de remonter plus loin. La diapositive d'après, c'est juste un petit récapitulatif sur finalement notre généalogie complète. Vous l'avez là en fait, hein, voilà. Vous avez le verre d'eau. Le verre d'eau, c'est H2O. Dans H2O, vous avez toute la mémoire du cosmos. H2O, vous avez l'oxygène. L'oxygène, il a été fabriqué dans les étoiles il y a 5 milliards d'années. Les atomes qui sont là, et puis les atomes d'hydrogène qui sont dans ces molécules d'eau, eux, ils ont été formés au Big Bang il y a 15 milliards d'années, à 3 minutes près. Hein, voilà. C'est très beau, hein, comme disait, c'était William Blake qui disait que l'infini était dans la paume de la main. L'histoire du cosmos, elle est dans un verre d'eau également. Alors, diapositive d'après. Voilà, c'est un schéma finalement un petit peu compliqué, mais qui essaie de résumer un petit peu ce que l'on sait aujourd'hui, en remontant toujours plus loin, en essayant de retracer une histoire de l'univers qui n'est pas complète, bien entendu. Hein. On va le voir, le commencement de la physique échappe à la physique même, le commencement de l'univers échappe à la physique, même si on a quelques idées, mais on est aujourd'hui capable de tester ces idées donc, de structuration progressive de l'univers. Alors si on part du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, donc on a la structuration progressive à partir des particules élémentaires qui s'associent ici en premier noyau atomique, puis les premiers atomes, puis ça c'est l'émission du rayonnement fossile, puis là c'est l'époque où l'univers est devenu transparent, et l'époque où se sont formées les galaxies. Alors ne vous fiez pas ici à la longueur des... J'ai pris une échelle de temps logarithmique. Alors en fait, hein, entre là et là, s'est écoulé 13 milliards d'années,
13,5 milliards d'années, et puis entre là et là, 300 000 ans seulement. Hein, voilà. Mais comme j'ai utilisé une échelle logarithmique, la plupart des événements significatifs se sont déroulés là-dedans. Cela veut dire que quelque part, c'était joué, l'histoire de l'univers était jouée en fait dans les premières fractions de seconde de l'univers. À partir du moment où certaines conditions se sont fixées, l'univers ne pouvait difficilement évoluer vers autre chose que ce vers quoi il a évolué. Je ne parle pas des détails, qui sont l'apparition de la vie sur certaines planètes, le fait qu'on se retrouve ici ce soir pour faire une conférence, ce genre de choses. Ça, ce sont des détails qui, évidemment, n'étaient pas inscrits dans les conditions initiales de l'univers. Mais la formation d'étoiles, de planètes, etc., tout ça, c'était déjà fixé à peu près à cette époque-là, à peu près au premier 10 milliardième de seconde. C'est d'ailleurs l'époque à laquelle on est arrivé à remonter relativement expérimentalement dans l'histoire cosmique, puisque ces époques-là, correspondant donc à des époques où l'univers était à très très haute température, on a pu reconstituer ces conditions dans des accélérateurs de particules très puissants, comme ceux que l'on trouve par exemple au CERN. On crée ces températures énormes, ces énergies énormes, on observe des phénomènes nouveaux, c'est-à-dire des particules élémentaires nouvelles, qui apparaissent et qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'univers. Et quand on compare les théories de cette figure d'énergie appliquée à la cosmologie de l'univers primitif aux observations, on trouve un accord excellent, et donc on peut dire que quelque part, les modèles de Big Bang sont vérifiés expérimentalement jusqu'au premier 10 milliardième de seconde. Alors, il ne faut pas faire de triomphalisme, parce qu'on reste infiniment loin du début, parce que ce qui compte, ce n'est pas les secondes dans cette histoire, c'est l'énergie. Et en fait, quand on veut remonter au Big Bang, l'énergie tend vers l'infini, donc le Big Bang est par nature inaccessible. Alors comme ça ne plaît pas du tout aux physiciens, l'inaccessibilité, aujourd'hui on réfléchit sur des théories, des nouvelles théories, des théories élargies du Big Bang. Ça ne va pas supprimer le Big Bang ou le mettre aux oubliettes, ça va l'approfondir. Et notamment, éventuellement, on voudrait se débarrasser de la singularité initiale, c'est-à-dire de l'infini initial qui marquerait de façon absurde l'éruption subite de l'espace, du temps, de la matière, dans un événement ponctuel et infinitésimal, ce qui est évidemment absurde pour le physicien. Voilà. Donc les physiciens aujourd'hui, je conclurai là-dessus, ont quelques idées sur ces façons de faire, mais qui restent pour l'instant des idées très, très théoriques. La diapositive d'après. Voilà. Ces idées remontent en fait, donc ce sont maintenant des problèmes beaucoup plus théoriques, qui consistent à vouloir finalement unifier ce qu'on appelle les interactions fondamentales, c'est-à-dire les forces fondamentales de la nature qui semblent gouverner tous les processus physiques aujourd'hui connus. Dans notre univers d'aujourd'hui, qui est froid, basse énergie, il y en a quatre. Il y a la gravité, l'électromagnétisme, l'interaction faible et l'interaction forte. Et l'idée, c'est qu'à très haute énergie, ces interactions, qui semblent différentes, en fait, se fondent en une interaction unique. Et notamment, donc, dans le passé de l'univers, c'est comme ça que cela serait passé. Donc l'idée, un rêve un petit peu fou, un rêve un peu platonicien, mais qui semble assez bien fonctionner dans l'histoire de la physique, c'est que, donc au début, si on peut parler de début, l'univers était incroyablement chaud énergétique, si bien qu'il était en fait gouverné par une sorte de super force, super interaction unique, et en se refroidissant très rapidement, vous voyez les échelles de temps, 10 puissance moins 43 secondes, 10 puissance moins 35 secondes, les interactions se seraient progressivement découplées pour donner finalement assez rapidement les quatre interactions telles que nous connaissons aujourd'hui. Et justement, le dernier découplage aurait eu lieu au premier 10 milliardième de seconde, un 10 milliardième de seconde après le début de l'expansion. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, une fois que les quatre interactions fondamentales étaient découplées, l'univers en est resté là, et après tout était inscrit normalement, tout devait se dérouler comme cela s'est déroulé. Alors le problème maintenant, c'est ça. C'est arriver à unifier toutes les interactions. On a réussi à le faire ici, sur le plan à la fois théorique et expérimental. Là, on a des théories que l'on ne peut pas encore tester par l'expérience, et là, on a des théories que l'on ne peut pas tester par la théorie. En ce sens que ce sont des théories probablement spéculatives, c'est du work in progress, comme on appelle, avec également des problèmes non seulement physiques, mais des problèmes mathématiques, qui pour l'instant, pour la plupart d'entre eux, sont insurmontables, mais offrent des voies d'approche extrêmement intéressantes. La diapositive suivante vous montre parmi de nombreux scénarios qui nous donnent une nouvelle image, finalement, une image complètement éclatée et nouvelle du Big Bang. Il y a notamment ce scénario-là, qui dit qu'en fait, qui suggère que la vraie réalité, qui n'est pas inscrite ni dans l'espace ni dans le temps, ce n'est pas la matière, ce n'est pas l'espace, ce n'est pas le temps, etc. C'est l'énergie, mais l'énergie de quoi? L'énergie du vide. Car la physique quantique, l'autre pilier de base de la physique d'aujourd'hui, nous propose un concept qui est celui de vide quantique, qui est l'absence, effectivement, de particules, l'absence de champ, mais surtout que ce vide quantique, ce n'est pas le rien de la physique classique, c'est une entité qui est bourrée d'énergie, qu'on va appeler l'énergie du vide, une énergie qui est non nulle, et qui en plus a spontanément tendance à fluctuer. Voilà. Une des idées assez intéressantes, une piste spéculative assez intéressante qui est suivie aujourd'hui,
c'est l'idée qu'en fait, le Big Bang, c'est quoi? Notre Big Bang, le Big Bang de notre univers, ce serait une énorme fluctuation d'énergie du vide quantique, qui pour notre univers se serait produite il y a à peu près 13,7 milliards d'années. Un petit peu comme si vous visualisiez de façon très simpliste le vide quantique comme un océan d'énergie bouillonnante, de façon aléatoire et spontanée. Puis les très grosses fluctuations, les très grosses vagues produisent des gouttes qui deviennent des univers à part entière. Et on arrive aujourd'hui à l'idée assez étrange qu'il n'y a pas un seul univers, mais qu'il peut y avoir une multiplicité quasiment infinie d'univers, tous nés dans des conditions différentes et aléatoirement par des fluctuations du vide quantique. Là, vous voyez une simulation numérique très simpliste, un peu compliquée quand même, mais très simpliste par rapport sans doute à une réalité plus profonde, qui montre en quelques fractions, c'est-à-dire quelques milliardièmes de seconde, la tendance spontanée du vide, modélisée ici par ce champ, on appelle un champ scalaire. En quelques milliardièmes de seconde, vous voyez, il a tendance spontanément à exploser, à développer ces énormes fluctuations d'énergie. Voilà. Appliquer ça à la description de la naissance de l'univers et de l'espace-temps, on peut considérer que l'amplitude des pics, la probabilité pour qu'apparaisse tel ou tel univers ayant telle ou telle propriété caractéristique. Voilà, avec telle ou telle constante fondamentale de la nature. Donc on arrive aujourd'hui, notamment, dans certaines pistes explorées, diapositive d'après, à cette idée curieuse du plurivers. On quitte le concept d'univers avec le concept d'une multiplicité d'univers différents. Alors évidemment, nous, par l'observation, on n'a accès qu'à un autre univers, mais la théorie nous propose une existence possible d'une infinité d'univers qui seraient donc nés. Alors c'est incroyablement naïf, hein, ce schéma, ne le prenez pas au pied de la lettre, bien entendu. Donc cette énergie du vide qui fluctue en créant donc ces bulles. Voilà. Alors évidemment, pour faire fonctionner tout ça. Alors parmi ces bulles-là, ces bulles d'univers, vous aurez toutes les configurations possibles, hein, des univers en expansion perpétuelle, des univers infinitésimaux qui ne vivent que quelques fractions de seconde, des univers qui ont fabriqué des étoiles, des planètes, des univers qui vont rester perpétuellement vides, perpétuellement remplis de gaz, ou des univers qui vont se transformer tout de suite en étoiles de fer, sans passer par l'étape du carbone. Bref, des univers extrêmement différents. Alors évidemment, pour faire fonctionner ces idées assez séduisantes, il faut un petit peu compliquer le formalisme et compliquer les mathématiques. Je finirai là-dessus, rassurez-vous, avec la toute dernière théorie, très spéculative, la diapo, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce qu'on appelle la théorie fondamentale, ou M-théorie. C'est l'idée que... Alors ça, c'est un truc mathématique pour essayer de faire fonctionner tout ça. Mais on n'est pas encore sûr que ça marche. Mais c'est extrêmement séduisant. C'est l'idée qu'en fait, nous vivons dans un espace beaucoup plus compliqué que ce qu'on a tendance à penser, et notamment un espace qui a un grand nombre de dimensions, ce qu'on va appeler l'espace fondamental. Ce serait un espace qui aurait par exemple 10 dimensions. Alors il y aurait les 3 dimensions habituelles, hauteur, largeur, longueur, profondeur, enfin, peu importe, 3 dimensions dans lesquelles on peut se déplacer, et puis 7 dimensions supplémentaires que vous ne voyez pas, elles seraient cachées parce qu'elles seraient enroulées sur elles-mêmes avec des rayons de courbure absolument microscopiques. C'est un petit peu, si vous prenez l'image d'un tuyau d'arrosage, si vous le regardez, qui est un objet à 3 dimensions, c'est un volume. Hein, mais si vous le regardez de très loin, vous avez l'impression que c'est une ligne à une dimension. Ce n'est que vous regardez de très près que vous voyez qu'il y a 2 dimensions supplémentaires fortement courbées. Il se pourrait que l'univers soit une sorte de super tuyau d'arrosage, on appelle ça une supercorde, avec 3 dimensions largement déployées, infini ou pas, c'est une autre question dont je n'ai pas le temps de parler, mais grandes dimensions, et puis 7 dimensions fortement courbées sur elles-mêmes, que l'on n'aurait pas encore détectées, mais en tout cas mathématiquement, c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Et alors, cette théorie nous dit aussi que finalement, ce que nous appelons l'univers est visible et mesurable, non seulement à travers l'astronomie, mais à travers les expériences que l'on fait avec des accélérateurs de particules. Bien, notre univers ne serait qu'en fait qu'une tranche, qu'on va appeler une membrane, mais c'est une membrane à 3 dimensions, donc on va appeler ça une 3-brane, hein, n'est-ce pas? Donc une tranche du grand gâteau. Et que tout ce que nous percevons de ce qu'on croit être la réalité universelle, ce n'est qu'une petite tranche du grand gâteau à 10 dimensions. Et en fait, toute la réalité physique, autre que les phénomènes gravitationnels, serait une réalité qui serait collée à notre membrane, alors nous les êtres humains, évidemment, puis tous les objets physiques, y compris au niveau des particules élémentaires. Vous voyez ces petits trucs bizarres là, on appelle ça des cordes ouvertes. Voilà. C'est l'idée qu'en fait, toute particule élémentaire peut être représentée non pas par une petite bille, avec des propriétés de masse, de machin comme ça, de spin, de charge électrique, mais par une sorte d'entité géométrique plus subtile. C'est assez pythagoricien comme idée, mais ça marche bien, qu'on appelle une corde, c'est-à-dire une entité qui vibre. Hein, voilà. Et alors, il se trouve que toutes les particules élémentaires sont représentées par des cordes ouvertes. Vous voyez, elles sont ouvertes, sauf que leurs 2 pieds, elles sont ancrées dans notre espace tridimensionnel. Voilà.
Et puis, il existerait un deuxième type de cordes, qui seraient les cordes fermées. Finalement, ce n'est pas compliqué, hein. C'est comme les portes, les cordes. Soit elles sont ouvertes, soit elles sont fermées. Et grâce à ces deux types de cordes, on explique la multiplicité incroyable des particules élémentaires. Voilà. Alors, donc, toutes les particules habituelles seraient des cordes ouvertes, et puis les particules qui véhiculeraient la gravité, qu'on appelle les gravitons, seraient des cordes fermées. Et seules les cordes fermées, c'est-à-dire seuls les gravitons, seule la gravité, vivraient dans l'espace à 10 dimensions. Ce qui fait que donc nous, c'est un petit peu la conception que certains développent aujourd'hui, à travers toutes nos observations astronomiques, nos expériences en physique des particules, etc., nous vivrions, nous ne percevrions qu'une tranche infinitésimale d'un univers beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche, dans lequel en fait la gravité joue le rôle essentiel. Philosophiquement, c'est assez intéressant, ça rappelle évidemment un petit peu le mythe de la caverne de Platon, où effectivement la réalité du monde, nous sommes des esclaves enchaînés dans une grotte et on perçoit la réalité du monde qu'à travers des projections et des ombres sur la paroi de la caverne, alors que la réalité elle est autre. Mais Platon nous dit que, nous enseigne que par la philosophie, la maîtrise intellectuelle, etc., on peut éventuellement reconstituer à partir des ombres la réalité extérieure, à travers les idéaux, etc. C'est un petit peu ce que cherchent à faire les physiciens théoriciens aujourd'hui, c'est à reconstituer une réalité cosmique extrêmement large à partir des ombres que nous percevrions dans notre univers, notre univers tridimensionnel. Et alors, donc, pour conclure, dans ces modèles-là, qu'est-ce que ça devient le Big Bang? Parce que depuis des années que je fais des conférences sur le Big Bang, quand je parlais du Big Bang traditionnel sans aborder ces questions-là, l'inévitable question, que je n'ai pas encore eue parce que je vous ai empêché pour l'instant de me poser des questions, mais rassurez-vous, ça va venir, c'est mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Et alors, après, il fallait faire des tas de circonlocutions, etc., pour expliquer que la question n'avait pas de sens, etc. Aujourd'hui, en fait, on a des idées sur ce qui s'est passé avant le Big Bang. Parce que justement, dans ces théories multidimensionnelles, le Big Bang, c'est quoi? C'est un événement qui ne concerne que l'histoire de notre petite membrane. Mais la réalité, elle est beaucoup plus vaste que notre membrane. Et donc, il y a plein de modèles qui sont en train d'éclore, un petit peu comme les fleurs au printemps en ce moment. Par exemple, notre Big Bang pourrait être simplement le fruit du croisement de deux membranes. Alors nous vivons dans une membrane, on a l'impression que c'est un Big Bang. Dans l'univers fondamental, ce n'est pas du tout un Big Bang, c'est un événement comme un autre. Voilà. Donc voilà le problème des origines. Hein. Au début, on semblait faire d'immenses progrès grâce à l'astrophysique, hein, à expliquer toutes ces origines. Mais quand on essaie vraiment de remonter à l'origine, je ne dirais pas ultime, car ça c'est inaccessible à l'investigation scientifique, mais enfin l'origine des éléments fondamentaux que sont l'espace, l'énergie, le temps, etc., la lumière, on est obligé de faire intervenir des théories radicalement nouvelles qui ouvrent des champs d'horizon de recherche complètement nouveaux, évidemment beaucoup plus fascinants, c'est ce qui fait tout l'intérêt de la recherche scientifique. Donc voilà, peut-être ma conclusion risque de vous décevoir, parce que je vous ai raconté de façon assez plausible, je pense, l'histoire des événements cosmiques, remontant jusqu'à peu près au premier 10 milliardième de seconde de l'histoire cosmique. Et ça marche bien. Quand on compare théorie et observation. C'est le tout petit pouillème initial, qui est le plus important finalement, qui nous entraîne dans ces considérations, qui élargissent complètement le panorama. Et donc finalement, dernière diapo quand même, dernière diapositive s'il vous plaît, voilà, donc cette image métaphorique de l'homme, du philosophe, du savant, qui a toujours cherché à voir au-delà des apparences pour reconstituer les rouages cachés, invisibles du monde, etc. etc. Après tout ce que je viens de vous raconter, là, un petit peu à la fin, ça me fait penser à la remarque d'Alphonse X le Sage, qui, vous savez, était un grand roi de Castille au XIIIe siècle, qui est un grand sage qui protégeait les arts et les sciences. Puis quand il a eu les dernières théories astronomiques en cours, qui étaient quand même beaucoup plus simples que ce que je viens de vous raconter, il a simplement dit si le Tout-Puissant avait bien voulu me consulter avant de créer le monde, je lui aurais conseillé quelque chose de plus simple.